Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Allez, comme vous l'avez vu au titre, on va commencer par une question de Harold sur l'énergie noire. Pouvez-vous nous parler de la publication dans The Astrophysical Journal à propos des trous noirs qui seraient à l'origine de l'énergie sombre ? Bonjour Harold, un quart de siècle après sa découverte, l'énergie noire reste un mystère complet. Est-elle un phénomène variable, une propriété intrinsèque de l'espace-temps, un champ qui nous serait complètement inconnu ? Tout ce dont on peut être certain, c'est que l'expansion de l'univers s'accélère et qu'il faut bien y trouver une explication. Voilà quelques semaines, un groupe de 17 chercheurs est venu apporter une nouvelle piste de réflexion. Et si l'énergie noire était issue des trous noirs supermassifs ? Au premier abord, il y a de quoi être perplexe. Les trous noirs centraux des galaxies et leurs immenses masses ne constituent-ils pas, au contraire, des forces attractives ? Pour comprendre les arguments de l'équipe, il faut remonter loin dans l'histoire de l'univers. Quelques milliards d'années après le Big Bang, on peut déjà observer des trous noirs très massifs, ce qui est assez difficile à expliquer. Les trous noirs grossissent soit en avalant du gaz et des étoiles, soit en fusionnant avec d'autres trous noirs. Ces deux mécanismes ne sont cependant pas suffisants pour expliquer la taille des trous noirs qu'on trouve déjà dans l'univers, voilà 8 à 10 milliards d'années. L'équipe de chercheurs pense donc qu'il faut attribuer leur croissance éclair à un troisième mécanisme, qui serait l'énergie du vide, elle-même directement liée à l'énergie noire. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle est pour la première fois reliée à une preuve observationnelle. En effet, les chercheurs démontrent que la croissance des trous noirs supermassifs de certaines galaxies semble suivre exactement les évolutions de l'énergie noire. Autrement dit, plus l'univers grandit, plus ces trous noirs prennent de la masse, même lorsqu'ils sont dans des galaxies pourtant pauvres en formation stellaire. L'hypothèse est radicale mais sans être complètement déjantée. Il faudra cependant bien plus de preuves que cette simple corrélation pour en faire une théorie solide. On enchaîne avec une question sur la mission DART. On a des news sur le satellite qui a percuté un astéroïde ? Bonjour Supreme Peace. Je pense que tu fais référence à la mission DART qui est allée percuter un astéroïde l'année dernière pour tenter de le dévier légèrement. Il y a quelques jours, la NASA a publié cette vidéo qui a été assemblée à partir d'images Hubble. Elle nous montre les conséquences de l'impact sur le système Didymos-Dimorphos. On peut y voir un énorme nuage de débris se diffuser jour après jour. La NASA estime que plus de 1000 tonnes de roches et de poussière ont été expulsées par l'impact. Le 1er mars, 5 nouvelles études ont été publiées sur les résultats de la mission. Elles montrent que le système de ciblage utilisé par la NASA a bien fonctionné. La sonde a d'abord foncé vers le plus gros des astéroïdes. Elle n'a pu détecter son petit compagnon que 73 minutes avant l'impact, et a pu faire les corrections de trajectoire toute seule pour ne pas le manquer. DART a réussi à envoyer une dernière image 1,8 secondes avant l'impact. Elle a permis d'identifier le site de crash et la forme générale de Dimorphos. Celui-ci ressemble grosso modo à un ballon de rugby avec un diamètre de 177 mètres. Enfin, il a dû être un peu réarrangé par l'impact. On a aussi une évaluation assez précise de l'impact du crash sur la période orbitale de Dimorphos autour de Didymos. Elle a été réduite de 33 minutes environ. Cela correspond au modèle qui prédisait une structure en amas de rochers. Il faut ainsi voir cet astéroïde comme une montagne de roches et de gravier faiblement maintenus ensemble par la gravité. Cette propriété a multiplié l'effet de DART. Les impacteurs apparaissent donc comme des solutions pertinentes pour protéger la Terre de ce type d'astéroïde. Il va maintenant falloir attendre la mission Hera dans quelques années pour une évaluation plus poussée du résultat de l'impact. Allez, pour la prochaine question, on va se pencher du côté de la Lune et de ses ressources en eau. Les sources de glace sur la Lune sont-elles suffisamment grandes pour alimenter une colonie de manière durable ? Une colonie humaine peut-elle tenir une centaine d'années en exploitant l'eau locale à coups de pipeline ? Bonjour Raptor Haze. La glace d'eau présente sur la Lune se trouve principalement au fond de cratères qui ne voient jamais la lumière du jour. En 2020, une équipe américaine a calculé que ces cratères représentent une surface totale de 40 000 km². C'est à peu près la superficie de la région centre, en France. Cela ne veut pas dire que tous ces cratères contiennent de la glace d'eau, mais le potentiel est énorme.
Pour avoir une idée du volume en question, il faudrait en plus évaluer la profondeur des couches de glace et leur pureté. C'est un travail qui devrait être mené dans les années qui viennent par plusieurs sondes, dont Lunar Flashlight, qui a été lancée en décembre dernier, si toutefois elle arrive à bon port. En plus des réserves au fond des cratères, la NASA a découvert récemment que des dépôts microscopiques d'eau existent aussi dans des régions exposées à la lumière du soleil. De tout petits cristaux de glace semblent y être conservés à l'ombre des grains de poussière du régolithe lunaire. Dans ces régions, chaque kilogramme de régolithe pourrait contenir 100 à 400 mg de glace d'eau. Il faut donc brasser des tonnes et des tonnes de régolithe pour acquérir une quantité significative d'eau, mais cela reste possible. Ces deux informations permettent d'avancer quelques estimations sur les réserves totales de notre satellite. Elles varient autour de 600 à 800 millions de tonnes de glace. Probablement de quoi alimenter une colonie pendant quelques millénaires, voire indéfiniment avec un peu de recyclage. Il faut cependant se rappeler qu'il ne s'agit que d'estimations et qu'on ne sait pas si cette glace est aisément accessible. Elle pourrait n'être atteignable que grâce à des procédés complexes de purification. Ce qui rendrait l'opération peu intéressante. Un des buts des agences spatiales au cours de la décennie va être de mieux comprendre la nature de ces réserves et leur accessibilité. Cela permettra en retour de savoir si les ressources de la Lune peuvent servir à l'effort spatial. On enchaîne et on part beaucoup plus loin dans le système solaire, du côté de Neptune et Uranus. Y a-t-il un intérêt à explorer les lunes de Uranus et Neptune ? Est-ce la trop grande distance avec la Terre ou l'utilité de la mission qui questionne ? Bonjour le Joker. Quand on choisit des cibles d'exploration spatiale, il y a effectivement un arbitrage à faire entre la difficulté de la mission et le retour scientifique espéré. Les deux planètes les plus lointaines du système solaire sont donc bien souvent perdantes lors des prises de décision. Les survoler demandent des années de voyage et se mettre en orbite autour d'elles n'a encore jamais été fait. Leurs lunes ne sont cependant pas dénuées d'intérêt. Avec ses 2700 km de diamètre, Triton est la 7e plus grande lune du système solaire. Survolée par Voyager 2, elle a révélé une surface complexe avec des geysers et une fine atmosphère d'azote. On aurait envie d'en savoir plus et cela pourrait venir dans les 20 prochaines années. Les États-Unis et la Chine étudient en effet la possibilité d'effectuer des missions vers les géantes de glace via des survols ou même un orbiteur. Au sein de la NASA, de nombreux concepts de missions ont été proposés et une bonne partie d'entre eux s'intéressent à Triton. C'est par exemple le cas de la mission Neptune Odyssey. Celle-ci propose de faire décoller une sonde sur une Falcon Heavy en 2033 pour qu'elle arrive en orbite autour de Neptune 16 ans plus tard. Elle emporterait 14 instruments scientifiques et même une petite sonde atmosphérique, façon Huygens, qui serait larguée dans l'atmosphère de la géante. Triton ferait alors l'objet de nombreux survols qui permettraient de la caractériser en détail. Plus audacieux encore, le programme NIAC a vu passer il y a quelques années le projet Triton Hopper, un atterrisseur qui minerait l'azote de la surface du satellite pour s'en servir comme gaz propulsif et effectuer des bonds. On n'est à mon avis pas près de voir un tel concept en œuvre, mais un orbiteur pour Neptune ou Uranus et leur lune est de plus en plus probable. Vous avez été nombreux à apprécier le dossier sur Titan et on va terminer avec une question sur le sujet. Quelle est la température de Titan, au sol comme dans l'atmosphère ? Bonjour Alexandre, la surface de Titan est un des endroits les plus froids de tout le système solaire. Il y fait environ moins 180 degrés. Ce sont des températures qui varient en revanche peu. Il n'y a que 3 à 4 degrés de différence entre les pôles en hiver et l'équateur en été. La température pourrait encore être plus froide, mais le méthane est un puissant gaz à effet de serre et l'atmosphère du Titan en est pleine à craquer. La haute atmosphère est paradoxalement un peu plus chaude que la surface, car elle reçoit plus de lumière du soleil. Cette dernière est ensuite en grande partie réfléchie avant d'atteindre le sol. La partie la plus froide de l'atmosphère semble se trouver à une quarantaine de kilomètres d'altitude. On flirte alors avec les moins de 100 degrés Celsius. On ne dispose pas non plus de beaucoup de points de mesure de la température de Titan, donc ces indications pourraient un peu changer. Ce sera certainement une des missions de Dragonfly que de faire des mesures in situ pour améliorer la connaissance des températures. Voler avec des hélices dans de telles conditions va demander un sacré travail d'ingénierie à la NASA. Les aciers classiques deviennent fragiles à très basse température. Il faudra certainement utiliser des matériaux spéciaux pour former la structure du drone. La bonne nouvelle, c'est que le RTG qui accompagnera Dragonfly ne devrait pas être trop dur à refroidir.
La NASA nous présentera certainement certains de ses choix techniques dans les années qui viennent. On essaiera alors de les couvrir sur la chaîne. Voilà, cet espace commentaire est déjà terminé, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.